Allons-y. Allons-y. Merci Marcel Benabou de venir pour ce colloque, d'avoir accepté de parler de votre rapport à la vérité à travers plusieurs choses dont on va discuter. Vous étiez venu l'année dernière pour le colloque Bavor Psy. Certains, je pense qu'on se souvient que Marcel Benabou était en position de biographe, c'est ça, de Marco de Corpeliana, dans ce personnage très intéressant, qui dit la vérité sur le DSM, d'une certaine manière. Voilà, Marcel Benabou est... Alors, j'ai du mal à séparer les trois fonctions, les trois professions, les trois vocations. Vous êtes historien, écrivain, essayiste, éternellement essayiste, et oulipien. Alors, oulipien, c'est le nom qu'on donne à ces gens qui travaillent depuis les années 60. On va bientôt fêter notre 60e anniversaire. C'est ça. Qui se définissent eux-mêmes comme des rats devant sortir d'un labyrinthe qu'ils ont construit eux-mêmes grâce à des contraintes textuelles, sur lesquelles on connaît, tout le monde connaît le fameux livre de Pérec que vous avez connu, dont vous avez été très proche au début de votre entrée à l'Oulipo, et qui a écrit ce fameux livre, La disparition, à partir d'une contrainte particulièrement difficile, qui est l'absence de la lettre E. Élémentaire, mais difficile. Élémentaire, mais difficile, c'est ça. Vous ne pouvez pas utiliser le mot élémentaire, justement. On n'a pas utilisé le nom de Pérec. Et pas utiliser son nom. Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Donc, vous êtes rentré à l'Oulipo quelque temps après votre arrivée en France, parce que vous êtes né au Maroc. Vous avez vécu à Meknès et vous étiez déjà dans un rapport très, très particulier avec la langue. Oui, j'avais la chance d'être dans une famille où nous étions marocains depuis des éternités, mais nous étions aussi de culture française sans avoir jamais abandonné la culture juive. Donc j'ai été baigné un peu dans les trois cultures, ce qui s'est révélé être pour moi un grand avantage par rapport à ceux qui étaient monoculturels. Moi, j'avais appris l'hébreu, j'avais appris l'arabe et j'apprenais le français, qui était la langue, puisque nous étions à l'époque coloniale et au Maroc, c'était un petit morceau de France pour ce qui concerne l'éducation. Et c'est quand même pas la même chose, enfin ça on l'apprend dans vos livres, c'est quand même pas la même chose de dire d'un côté, effectivement, c'est un avantage, c'est une richesse, et de se retrouver en France après avec ce dont vous témoignez dans au moins un livre qui est Jacob Menahem, une épopée familiale, où vous racontez, c'est justement là l'objet probablement de l'entretien qu'on est en train d'avoir, où vous racontez la difficulté, ce que ça peut être, au fond, d'avoir un envahissement de la mémoire, un envahissement de Madeleine de Proust qui tient, c'est ça, c'est comme si vous étiez à chaque pas dans le quartier latin, en train de regarder des pâtisseries orientales et c'est un des exemples. Voilà. Bon, quand je vous ai invité, je vous ai proposé comme ça une interprétation concernant votre travail d'écriture à partir d'un livre qui était celui d'un livre que j'avais commencé à lire,
qui est Pourquoi je n'ai écrit aucun de mes livres. Oui, c'est mon premier livre, et il a ce titre un peu étrange, hein, Pourquoi je n'ai écrit aucun de mes livres. Voilà. Et le challenge, le défi était d'écrire un livre dont le titre est Pourquoi je n'ai écrit aucun de mes livres. C'est ça. Sauf que vous récidivez le livre suivant avec un titre encore particulier, Jette ce livre avant qu'il ne soit trop tard. Oui. Et même avant qu'il soit trop tard, le nœud, il n'y a pas le nœud. L'absence du nœud est intéressant. C'est intéressant, c'est pas le nœud, c'est le nœud explétif, là, voilà. qu'il ne soit trop tard. Oui. Donc déjà, ça ment. Ah oui. Et donc je vous ai proposé, parce que vous êtes un collectionneur d'incipit, un archiviste de l'incipit, et je vous ai, disons, interprété, oui, ça ne se fait pas chez nous en principe, mais je vous ai interprété comme un écrivain du commencement, à entendre de deux façons comment se ment quelque chose probablement qui vous a traversé pour écrire ces titres et ces livres. Oui. Alors, c'est une longue histoire. D'abord, je vous remercie de me donner l'occasion de parler. Je suis ravi de revenir ici après avoir été le biographe avec mes camarades de Marco de Carpegiana. Je vais revenir un peu sur ce que vous avez dit. Il y a d'abord ce rapport au langage qui a été déterminé par cette triple culture dont je parlais au début, qui fait que le langage n'était pas quelque chose d'absolu, pour moi, mais quelque chose de relatif. Il y avait un langage pour parler aux commerçants arabes. Il y avait une façon de parler qui n'était pas la même que ma façon de parler, ni même la même langue que ma façon de parler avec le rabbin ou ma façon de parler avec mes professeurs de latin ou de grec. Il y avait donc une espèce de hiérarchie des langues et de hiérarchie des attitudes, de hiérarchie des accents. Tout le langage n'était pas donc quelque chose de massif qui s'impose à tout moment, mais quelque chose de tout à fait souple, relatif, et donc n'avait pas de comment dire, ne s'imposait pas comme une chose violente. C'est quelque chose avec quoi on pouvait constamment ruser. C'était déjà une matière. Voilà. Et donc, tout est parti de là. Évidemment, j'ai théorisé tout ça a posteriori, bien entendu. Je n'avais pas conscience de tout ça. Mais c'était quand même quelque chose qui était déterminant. Si bien que quand je me suis mis à écrire, d'abord je voulais dire un peu ça dans mes écritures, et puis j'ai voulu j'ai voulu que la parole puisse avoir cette souplesse, puisse avoir cette agréabilité, et c'est ce qui, pour ça, l'appartenance à l'Oulipo a été extrêmement importante. Alors l'Oulipo, vous avez rappelé ce que c'était, donc c'est un petit groupe d'écrivains, ça a été créé par Queneau et François Le Lyonnais, des gens comme Pérec, Italo Calvino, qui sont grands porte-drapeaux. Et l'idée des Olympiens était d'explorer le langage pour voir ce qui peut être dit. Et ce qui peut être dit de façon non spontanée. C'est-à-dire donc on se donne des règles pour explorer les possibilités du langage. Et ces règles, nous les appelons des contraintes, puisque ce sont des règles arbitraires que nous ajoutons aux règles habituelles de la grammaire, etc. Là, nous nous donnons des règles, comme le fait de se passer d'une voyelle,
le lipogramme de Pérec. Donc, nous nous donnons les règles pour pouvoir explorer le langage. Et donc, nous ne cherchons pas à dire une vérité, nous cherchons simplement à voir ce que le langage peut dire quand on lui fait subir telle ou telle contrainte. Dans le cas de Pérec, donc, l'idée était de voir ce qu'on peut dire en français si RSE n'existait pas. C'est un projet un peu fou, mais c'est un projet intéressant, parce que ça amène à explorer les recoins de la langue, à chercher des tours particuliers, à chercher des mots particuliers, à utiliser éventuellement des mots étrangers. Donc tout ça, il ne s'agit donc pas de dire quelque chose, de dire une vérité qui préexiste au langage, mais au contraire de chercher à travers ce que les contraintes nous donnent comme matériel, à chercher ce qui peut être dit. Voilà donc ce rapport à la vérité. Ça c'est la définition du projet Oulipo. C'est ça. Il se trouve que, par exemple, Pérec, dans une interview, je dis ça parce que je vais en venir à vous. Je vais en venir à vous, oui, à travers ça. Il manifeste clairement, enfin dit clairement qu'il avait un rapport à l'écriture, enfin que écrire un livre pouvait être extrêmement difficile pour lui, et que il explique très bien la façon dont, à partir du moment où il met une contrainte comme l'absence de la lettre E, c'est a priori catastrophique, c'est-à-dire l'idée qu'il va devoir écrire un livre à partir de l'absence de cette lettre. Vous êtes obligé de passer de un mot sur deux mots sur trois. Voilà, mais pourtant, ça le libère. Voilà. Ça libère, ça ne l'amène pas au livre tout cuit, non. Mais il écrit, c'est-à-dire que la contrainte, écrire sous contrainte, et je crois que c'est votre cas aussi, d'une certaine manière, vous n'écrivez que sous contrainte. Absolument. La contrainte, c'est la possibilité de dépasser cette autre contrainte qui a, elle, peut-être un rapport à la vérité. Qui, elle, peut-être, alors à la vérité, a peut-être derrière quelque chose qui se cache derrière la vérité, c'est-à-dire un réel dur, c'est-à-dire d'écrire, parce que si on revient à vos livres, les titres de vos livres, pourquoi je n'ai écrit aucun de mes livres, disent un mensonge et une vérité à la fois. J'aimerais que vous me disiez justement en quoi l'Oulipo, dans ses mécanismes, dans cet a priori qui est d'explorer le langage, c'est une exploration du langage au départ, mais vous en servez peut-être, vous en êtes servi peut-être autrement, et c'est ça peut-être qui vous intéresse aussi, c'est-à-dire de savoir comment quel est le rapport à la vérité qui vous a peut-être permis d'être dépassé et de vous permettre d'écrire, quand même, vous parlez de l'impossibilité d'écrire. Pourquoi je n'écris aucun de mes livres témoigne de l'impossibilité d'écrire et ment sur cette impossibilité même, puisque vous écrivez et qu'à la fin, le lecteur pourra deviner à la fin que, au fond, ça n'a pas été si facile d'écrire. Ça n'a pas été ça n'a pas été si difficile d'écrire, mais il a fallu quand même tout l'Oulipo derrière. C'est ça. Donc, alors, dites-moi. Eh bien, donc, les choses se passent de la façon suivante. Mon éditeur me demande un livre. Maurice Hollander, et à l'époque n'était pas au seul, il était encore chez Hachette. Et je lui dis, le seul livre que je peux te donner, ce serait « Pourquoi je n'ai écrit aucun de mes livres ?» C'était dans la conversation, c'était une phrase que j'ai prononcée comme ça. Et Maurice Hollander a pris cette phrase au sérieux et m'a envoyé 2 jours après un contrat avec Marcel Benabou, pourquoi je n'ai écrit aucun de mes livres. Donc l'idée de faire de pourquoi je n'ai écrit aucun de mes livres un livre est une idée en fait née de cette conversation.
Alors, une fois que le contrat était signé, il fallait donner un corps à cet engagement. Cet engagement qui était par définition absurde, puisque écrire un livre pour expliquer qu'on a écrit aucun de ses livres, c'est évidemment contradictoire. Et puis c'est tendu, parce que d'autres auteurs se sont exposés à voilà. ce genre de pratiques qui auraient donné de très bien. Là, c'est plus compliqué ce que vous envisagez. Donc, il fallait essayer de donner un corps à cette tête, à ce titre. Et alors là, eh bien, il y a tout un travail que j'ai fait grâce à mes habitudes sous pied, parce que je suis secrétaire définitivement provisoire de l'UNIFO depuis 1970. Et donc, j'ai mis au point un certain nombre de contraintes. Par exemple, j'ai travaillé autour du chiffre 3. Beaucoup. Je suis beaucoup déterminé par le chiffre 3. Le titre de mon livre serait Évoqué familial, Jacob Ménage et Moumoun. Donc j'ai décidé que j'allais faire un livre qui aurait 3 parties. C'est votre nom qui évoque le 3. Pardon ? Votre nom. Ah bon ? Les 3 syllabes de votre nom. Ah bon ? Non, c'était comme ça. C'était à cause des 3 mousquetaires, à cause des patriarches, à cause de... Il y a tellement de 3. Non, je n'avais pas pensé à ça. Donc, 3 chapitres, 3 parties, 3 chapitres, 3 sous-chapitres. Bon, ça, c'était des choses très simples et élémentaires du bien. Il m'a fallu trouver quelque chose d'un peu plus original, et j'ai imaginé qu'il y ait 3 écritures, 3 types d'écriture, donc une écriture du récit à la première personne, une écriture du dialogue, de type un peu théâtral, et une écriture, il fallait trouver un 3e type d'écriture, j'ai imaginé ce que j'ai appelé l'écriture empruntée. Et comme je lis depuis très longtemps, je lis beaucoup, je prends beaucoup de notes dans mes lectures, j'avais beaucoup de citations. Alors j'avais des quantités de citations, et donc j'ai imaginé de farcir, d'introduire les citations, non pas simplement comme des exergues de temps en temps, mais vraiment comme un élément, et donc il y a énormément... C'est incorporé. Voilà, il y a énormément de citations, il y a donc un certain équilibre entre ces 3 types d'écriture, le jeu, le tu du dialogue et l'écriture empruntée. Alors voilà, ça me faisait déjà une structure pour une structure un début. Après ça, il n'y avait plus qu'à nourrir tout ça. Alors là, j'ai pris un certain nombre de thèmes qui sont ceux qu'on trouve chez tous les gens qui parlent de la difficulté d'écrire. J'étais de loin pas le premier à parler de ça. Et donc, j'ai serré un peu les problèmes et j'ai mis en jeu, comme si c'était ma propre expérience, un certain nombre de thèmes sur la difficulté d'écrire que j'avais trouvé chez Blanchot en particulier, mais chez beaucoup d'autres, chez Même de Biran, chez Aniel, le journal d'Aniel. J'aurais pu faire mon livre uniquement avec des citations du journal d'Aniel. Oui, vraiment. Ben là, on pourrait le faire d'ailleurs, c'est un travail. On pourrait faire un livre sur la difficulté d'écrire uniquement en alignant des citations du journal d'Aniel. Donc voilà, et à partir de là, j'ai quand même introduit quelque chose de personnel à partir de cette thématique et j'ai introduit tout ça dans le cadre tripartite qui avait été préalablement déterminé. Voilà à peu près comment s'est fait ce livre. Mais le personnel, le personnel est évidemment très présent aussi, parce que j'ai introduit des éléments qui étaient effectivement liés à ma propre
à ma propre vie, Oui. mais pas seulement. Oui. Oui, mais ce qui fait le fil conducteur, enfin, le fait d'avoir sorti dans cette conversation, je peux écrire pourquoi je n'ai écrit aucun bolide, parce que vous n'aviez écrit aucun bolide, sauf votre thèse, d'ailleurs, votre thèse d'historien, la résistance africaine à la romanisation, dont vous m'aviez dit que vous étiez en compagnie de Lacan, qui vous avait demandé sur quoi portait votre thèse, et l'interprétation de Lacan a été, il vous a dit quelque chose comme « Ah, la résistance ». C'est ça? Absolument. Ah, la résistance, nous en sommes tous là, mon cher. Nous en sommes tous là. Il incluait le psychanalyste aussi, oui. Donc ça, le rapport entre l'historien, c'est-à-dire au fond quelque chose qui a à voir avec la vérité, avec la vérité des faits, ou en tout cas des faits qui sont justement, qui sont dédits. Enfin, oui. Alors, l'histoire et la vérité, bien sûr, c'est un grand thème de réflexion, mais j'étais bien placé pour m'apercevoir que entre ce qu'on lit comme récit historique ou comme travail historique et quelque chose qu'on pourrait dire être la vérité, qu'il y avait parfois des rapports assez lointains. J'ai été amené à m'intéresser à ce problème de la résistance africaine à la romanisation parce que quand je suis arrivé, donc après avoir passé après mes années d'école normale et après avoir passé l'agrégation, j'ai cherché un sujet de thèse et je commençais à m'intéresser à l'histoire de l'Afrique du Nord romaine parce que je m'intéressais à l'histoire romaine. Et j'avais lu, donc j'ai commencé à lire tout ce qui s'était écrit là-dessus et j'avais été frappé par le fait que c'était extraordinairement déterminé par l'histoire postérieure, c'est-à-dire la colonisation française. Une grande partie des travaux historiques sur l'Afrique romaine étaient faits à partir de la réalité qui semblait à l'époque éternelle que l'Afrique du Nord était française, comme on disait à l'époque. Et que donc l'histoire romaine n'était là que pour annoncer en quelque sorte la colonisation française. La colonisation romaine et la colonisation française étaient mises en parallèle et ont passé quasi directement de l'une à l'autre. Ça m'avait un peu frappé et donc j'ai commencé à m'intéresser à la chose et j'ai commencé à voir qu'il y avait des quantités de choses qui étaient dites et qui n'étaient pas du tout vraies au sens de la vérité. Il y avait trop peu de travaux pour pouvoir, en tout cas, faire poids sur ce qui se disait. Voilà. Et donc, j'ai essayé de redresser, d'interpréter autrement. J'ai pris exactement la même documentation. Je n'avais pas tellement plus de documents, un tout petit peu plus, parce que le temps avait passé, qu'il y avait plus d'inscriptions latines, plus de fouilles qui avaient été faites. Mais j'ai repris exactement la même documentation en changeant de point de vue, en ne me mettant plus du point de vue du colonisateur et en me mettant du point de vue du colonisé. Donc là, le point de vue, donc avec les mêmes documents, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'au fond, la même histoire, enfin les mêmes documents, voilà, la même base, la même souche, peut permettre de révéler autre chose, en tout cas que la vérité. Des interprétations différentes. Et c'est comme ça que j'ai été amené à élaborer ce concept de résistance à la romanisation, dont j'ai fait un élément qui me semblait important pour interpréter la suite de l'histoire, le fait que Rome, finalement, laissait beaucoup de traces matérielles, mais peu de traces autres que matérielles, parce que une partie de la population, malgré les apparences, n'avait pas été réellement romanisée. Bon.
Et ça m'a valu beaucoup d'ennuis avec l'université française, jusqu'à aujourd'hui. Même si quand même vos travaux sont... Oui, il y a 2 écoles maintenant. Il y a la... Oui, alors justement, dans l'épopée, dans le 4e livre, je crois, c'est le 4e, dans l'épopée familiale, je reviens à cette épopée familiale parce qu'elle est en rapport plus direct avec les questions de l'histoire, enfin, avec votre histoire, avec votre histoire et votre rapport à la langue. Et là, donc évidemment, pourquoi je n'ai écrit aucun livre écrit sur la difficulté d'écrire? Le suivant, jette ce livre avant qu'il ne soit trop tard, c'est plutôt la position du lecteur. Qui est en difficulté pour lire. Oui, il m'avait semblé qu'il était important de faire la part, voilà, contrebalancer le livre sur la difficulté d'écrire par le livre sur la difficulté de lire. La difficulté de lire et la vérité en partie de ce livre tourne autour du fait que le lecteur ne sait pas qu'il ne reconnaît pas son propre livre. Ou en tout cas les fragments de son propre livre. Ouais. Très intéressant pour nous, parce que ne pas reconnaître les éléments de sa propre histoire, c'est un rêve, juste un rêve dit déjà qu'on ne se reconnaît pas dans son propre rêve, et puis il y a ce... Voilà. Il ne savait pas du lecteur de Jette un livre, et puis on arrive jusqu'à l'épopée familiale qui retrace, enfin qui tente d'écrire l'histoire impossible à écrire, et qui est une manière d'aveu, finalement, peut-être pour vous, de vous débarrasser en partie de ce qui vous encombre de cette mémoire. C'est comme ça qu'on ressent, en tout cas que j'ai ressenti ce livre, et ça passe par un projet, enfin, le thème principal, quand même, c'est un projet de livre qui ne voit jamais le jour. Je voudrais revenir justement à cette question, c'est du livre que vous avez rêvé d'écrire, et qui traverse tous vos livres. Il y a ce livre à l'horizon, voilà. Il y a un livre qui ne peut pas s'écrire. Et ça, c'est ce qui traverse tous vos livres. Tout à fait. Oui. Alors, pourquoi? Comment vous expliquez? Alors là encore, ça remonte un peu à cette éducation judéo-franco-marocaine. Il y a cette parole de Derrida où il dit une généalogie judéo-franco-maghrébine n'explique pas tout, mais peut-on expliquer quelque chose sans cela? Oui, c'est ça. La phrase est à peu près celle-là, hein, dans le monolinguisme de l'autre. Oui, donc, ça part de là. Il se trouve que j'ai avec les livres un rapport un peu particulier, parce que je pense, une des raisons, que le premier livre dans lequel j'ai appris à lire l'hébreu avant d'apprendre, j'ai appris l'alphabet hébreu avant d'apprendre l'alphabet français. Ma mère m'avait appris ça. Mais vous n'avez pas mangé les lettres. Non, je n'ai pas mangé les lettres, c'était une coutume qui n'existait pas dans notre famille. Mais j'avais appris, donc, après, je ne sais pas, 3 ou 4 ans, à l'alphabet hébreu, sur le livre de prière de mon père. Celui qui est dans la petite bibliothèque fermée à clé. Exactement. et j'ai donc, la lecture était liée à la prière et au sacré de façon absolument indépassable. Quand j'ouvre un livre, d'abord j'ai souvent le réflexe de l'ouvrir du mauvais côté, comme les livres de prière en hébreu. Oui. Donc, encore aujourd'hui, à 80 ans, je prends un livre et une fois sur 3, je l'ouvre du mauvais côté. Le livre de prière. Oui. Non, je prends n'importe quel livre, un livre en français. Ah, vous l'ouvrez à l'envers. Et je l'ouvre à l'endroit. Et je l'ouvre à l'envers pour le français, à l'endroit pour l'hébreu. Et donc, la lecture
le livre était lié à la prière, à la religion. Et ça, c'est resté très profondément ancré en moi. Après quoi, je fais des études de lettres, je découvre Mallarmé, je découvre Blanchot, et je m'aperçois qu'effectivement, il y a aussi cette sacralité du livre, cette idée du tout au monde, Mallarmé, tout au monde existe pour aboutir à un livre, et que j'avais aussi spontanément. Et donc, il y avait cette image du livre à venir, bien entendu impossible à écrire. Et la seule chose qu'on pouvait écrire, c'était l'impossibilité d'écrire ce livre. Et je suis resté jusqu'à aujourd'hui dans cette situation, à la fois difficile, puisque je suis toujours un peu insatisfait, mais commode, puisque je peux quand même tourner autour de cette idée et qu'elle fournit matière à pas mal, soit des livres, soit des articles, soit des réflexions de toutes sortes. Oui. Bon, en même temps, on peut se poser la question de savoir s'il y a un écrivain au monde qui a écrit son livre, au titre dont la façon dont vous en parlez, l'idée d'écrire, vous n'imaginez pas que vous écrirez un jour ce livre qui, d'ailleurs, je me posais la question, quand est-ce que vous avez su que ce livre ne resterait qu'un projet de livre? Quand est-ce que vous avez su que ce livre était impossible et que ça vous permettait, pour le coup, peut-être d'écrire? Je l'ai su un peu grâce à l'Oulipo. C'est ça. C'est l'Oulipo. Je l'ai su grâce à l'idée que le langage pouvait être utilisé comme, Mallarmé donnait l'initiative au mot, et que le langage pouvait être utilisé comme déclencheur d'écriture, sans qu'on sache d'avance ce qu'on va dire, et que donc il n'était pas nécessaire pour écrire d'avoir un projet fabuleux, et qu'on pouvait, de façon tout à fait artisanale, modeste, humble, prendre des mots et puis essayer de jouer avec, et ne pas du tout essayer, comme mon imagination et mon désir me soufflaient, de dire la vérité sur les choses. C'est ce que disait Louis Saint-Ménard tout à l'heure quand il parlait des mots, de la matérialité, que l'écrivain est en rapport, le poète est en rapport avec cette matérialité. Ouais. Et d'ailleurs, le livre, pour vous, c'est aussi le livre, c'est son poids. Là, tout à l'heure, vous parliez du corps. Absolument. Des bouts de corps, d'ailleurs, puisque votre nom... Je passe sur toutes les formules, les contraintes, les lipogrammes, les usages, la métatextualité qui traverse, qui pétrissent vos livres. Il y a aussi votre nom qui est dispersé à l'intérieur du livre. On a des paragraphes qui sont truffés de boue. Un livre qui se termine par inabouti. Votre prénom, votre nom sont dans les livres. En permanence dans les livres. En fait, des bouts de vous sont dans le livre. Vous pétrissez comme du sel dans une mare. Comme du sel dans une mare. Marcel, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Alors, vous avez, ça m'intéresse parce que vous avez un certain rapport avec la psychanalyse quand même, puisque indépendamment du fait que vous ayez rencontré Lacan dans l'intimité, dans le moment, pendant des colloques, il vous a pris d'écrire ou de recenser, vous revoilà encore archiviste, vous recensez les 789 néologismes, enfin vous recensez tous les néologismes que vous trouvez
dans l'œuvre de Lacan, enfin dans l'œuvre, dans les écrits. Dans les écrits. Lacan, parce que lui aussi est quelqu'un qui n'a écrit aucun de ses livres. Ben oui, jusqu'à au moins un point commun, c'est que jusqu'à Jacques Alain Miller, jusqu'à le fait d'avoir. Oui, oui. Eh bien, le travail sur les néologismes, les néologismes de Lacan, je ne l'ai pas fait tout seul. Hein. Je l'ai fait avec des amis psychanalystes qui, en fait, l'avaient entamé avant de me coopter dans leur groupe. Donc, ça n'est pas de mon initiative personnelle. Mais c'est un travail qui m'a semblé intéressant parce que je faisais un rapprochement. J'ai bien connu donc Queneau dans le cadre de l'Oulipo. J'ai un tout petit peu connu Lacan, mais beaucoup moins que Queneau. Queneau, on s'est vu aux réunions de l'Oulipo pendant 5 ans, puisque ce sont les 5 dernières années de sa vie. Lacan, je ne l'ai pas vu très très souvent, mais j'avais lu les écrits et j'avais été frappé par l'inventivité verbale de Lacan, qui me semblait être un peu du même type que celle de Queneau. Et j'avais fait un petit rapprochement entre les deux, et c'est ça qui m'a amené à travailler avec mes amis psychanalystes sur les néologismes de Lacan, qui étaient souvent des jeux de mots. Alors, on a essayé de classer ces néologismes en fonction des types d'interventions que faisait Lacan sur les mots. Et bon, l'utilisation des langues anciennes, du grec, du latin, l'utilisation d'un certain nombre de suffixes, de préfixes, enfin, on a essayé de donner une logique et linguistique à ce qui était chez Lacan création probablement spontanée. Je crois qu'il ne faisait pas exprès d'utiliser telle ou telle chose, me semble-t-il, mais en tout cas, il a utilisé des moyens qui sont ceux que Queneau, ou en grande partie analogues à ceux que Queneau avait utilisés. Qu'est-ce que vous voulez dire par il ne fait pas exprès? Non, je veux dire qu'il n'avait pas en tête d'utiliser. Il n'avait pas en tête qu'il ne se disait pas je vais utiliser telle ou telle chose. Ah oui, oui, bien sûr, tout à fait. Il partait pas, et voilà, c'est ça, voilà. Le rapport à l'Oulipo est différent, puisqu'il ne part pas de l'idée d'utiliser telle ou telle contrainte, il l'utilise parce que la contrainte est déjà dans la langue. Elle est déjà dans le langage, plutôt que dans la langue, et il fait langue de ces effets, de ces contraintes. Exactement. Il fait spontanément ce que nous faisons volontairement. Oui, alors d'ailleurs, vous avez consciemment. Oui, vous avez comment dire, je crois que c'est dans l'épopée familiale où à la fin, vous parlez des raisons qui font que vous êtes cet écrivain-là, ou que l'écrivain, c'est le rapport entre l'écrivain et le livre. C'est-à-dire qu'il y a quand même un saut entre un livre, il y a des écrits de Lacan, vous aviez des écrits, vous êtes envahi de piles d'écrits que vous recomposez ensuite pour faire un corps qui s'appelle un livre. Bon. Et vous expliquez votre rapport à l'écrit et au faire livre à travers justement quelque chose qui vous différencie peut-être de la façon dont ça se passe pour Lacan, à travers le mot hébreu Bereshit, dont vous faites tomber ou basculer une lettre. Alors oui, ce n'est pas moi. Donc c'est un kabbaliste. C'est un kabbaliste dont j'ai oublié le nom, dont je ne sais plus. Et j'ai essayé de le chercher, j'essaie de le trouver après vous. Oui. Peut-être que Patrick Lévy nous dira. C'est un kabbaliste qui avait simplement déplacé, on fait une anagramme avec le mot Bereshit, qui veut dire recommencement, c'est le premier mot de la Genèse, Bereshit. Il suffit
déplacer le R et le che et le re, et ça donne Béchérit. Et Béchérit, ça veut dire avec des restes. Et donc, avec des restes, Dieu a créé le ciel et la terre. Et alors, ça a été une illumination pour moi, parce que précisément, ne pouvant, à l'époque où je pensais que je pouvais encore écrire le livre, j'écrivais des fragments, bien entendu, j'avais des morceaux de textes que j'accumulais depuis l'âge de 17-18 ans, et tous ces éléments donc, qui étaient dispersés, j'ai pu avoir l'idée de les remettre ensemble, puisque je pouvais faire comme Dieu a fait, donc avec des restes. Voilà, la vérité, c'est que vous vous preniez pour Dieu. Voilà, exactement. C'est ce que je dis d'ailleurs. Mais ce que Dieu avait fait, je voulais bien le faire aussi. C'est ça, oui. Et je m'autorisais. Oui, vous êtes un créateur. Et alors justement, Lacan, lui, pour le coup, ne se... il n'y a pas cette prétention. et donc ça donne quelque chose d'autre, ça donne une différence que vous précisez comme ça en disant au fond, ben voilà, c'est ça, la poubellication pour lui. Donc je voudrais dissiper un malentendu, vous dites que au fond, pour vous, c'est avec des restes. Donc parce que ça évoque le rapport entre l'éther et l'éther en anglais, voilà. qui veut dire la poubelle, le déchet. Alors que vous faites des déchets d'œuvre. Voilà. Hein, c'est ça. Oui, alors j'étais parti. C'est un mot à vous. Hein. Oui. Ben oui, je disais, j'ai été parti. Longtemps, j'ai rêvé de vrais chefs-d'œuvre, et ça a donné longtemps, j'ai ravaudé des déchets d'œuvre. J'ai ravaudé des déchets. Oui, alors oui, cette petite, c'est même pas une polémique avec les Lacaniens, avec le compte-rendu qui avait été fait, très, très sympathique et très agréable de mon livre dans l'âme, faisait le parallèle avec Lacan et disait, oui, Lacan aussi, Lacan non plus, n'a écrit aucun de ses livres, etc. Et parlait de la poubellication, le refus de la poubellication. Et j'expliquais que moi, c'était un peu différent. C'était pas un problème de poubellication, donc l'éther ne vire pas à l'éther, mais c'était le contraire. C'était l'éther, je partais de l'éther et j'arrivais à l'éther. Tandis que Lacan partait de l'éther et arrivait à l'éther. Alors voilà, c'est une question. Alors pour voilà, moi, c'est plus. Enfin, là, c'est pour dissiper un malentendu. Je crois pas. Il arrive à l'éther par déduction. Oui. Par déduction, au départ, dans le séminaire, dans son écrit sur la lettre volée, où il s'agit justement d'une lettre. La lettre est porteuse d'un trait, d'un mécanisme qui fait que chaque sujet s'identifie à la lettre, donc c'est porteur d'un processus d'identification. Et dans son explication, il parle plutôt de la destinée de la lettre dans le champ analytique. Mais dans le champ analytique, c'est peu dire, en fait, au regard de tout à chacun, c'est ce qui tombe, c'est ce qui se perd, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est ce qu'on laisse de côté. C'est-à-dire que c'est ce processus qui est un peu dénoncé sous cette forme, et les livres suivent parfois le même chemin. Hier, on parlait avec Gerard Bachmann, la façon dont la psychanalyse occupe les étagères des librairies, et ça se réduit de plus en plus, précisément parce que au fond, l'essentiel de la psychanalyse, quand je dis l'essentiel, le plus intéressant au fond, qui pourrait, le nouveau, quelque chose qui pourrait, est encombré par
les sommes de redites, de livres qui justement ravalent. La poubellication. Voilà, c'est ça, la poubellication. Bon, voilà, je ne sais pas. Vous vouliez ajouter quelque chose? On peut peut-être après discuter. Non, mais voilà, non, je voudrais qu'on soit bien d'accord là-dessus. Donc, moi, je n'ai rien. Alors, moi, précisément, je n'ai rien contre la publication. Oui, vous n'avez rien contre la publication. Moi, ce que mon cheminement était un petit peu différent. C'était amusant, puisqu'on part toujours de la matérialité des mots. Bon, ça m'a amusé de bien montrer que dans le cas de Lacan, c'était le passage lecteur-liteur, et que dans le mien, c'était le passage liteur-lecteur. Le cheminement se fait en sens inverse. Alors, bien entendu, chacun à l'intérieur de son univers. Mon univers d'écrivain n'est pas du tout celui de Lacan, psychanalyste, etc. Oui, bien sûr, je ne sais pas. C'était simplement. Mais puisqu'il avait fait ce rapprochement qui est très oedipien, lecteur-liteur, le fait que deux mots soient un peu paronymes et un peu les mêmes sonorités, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Et le passage de l'un à l'autre, dans son cas, se fait d'une certaine façon, et dans mon cas, se fait d'une autre façon. C'est tout. Je n'en tire pas d'autres conclusions. Vous pensez que je ne sais pas. Nos amis voudraient poser des questions? Ben oui, j'aimerais bien que vous puissiez. Oui, oui, je vais poser une question et faire une remarque. La question, puisque le champ résistance est important pour vous, est-ce que vous accepteriez de dire que votre travail, sinon votre œuvre, participe d'une résistance à l'impérialisme de la langue au sens de Barthes, comme la résistance que vous évoquez à la colonisation romaine ou française. Et la remarque, j'ai laissé au passage une phrase qui m'a paru tout à fait fondamentale pour notre travail de ce colloque. Vous avez dit il ne s'agit pas de trouver une vérité qui serait déjà là, mais au fond, enfin exactement au bout, de la faire surgir. Et là, je crois que vous touchez à quelque chose de fondamental, hein, et qui explique la nécessité de la contrainte. Car plus on se heurte à l'impossible, plus il faut solliciter la puissance créationniste du signifié. Voilà la remarque que je si vous êtes d'accord. Oui, je suis évidemment tout à fait d'accord avec la remarque. Et ben, pour ce qui est la résistance à l'impérialisme de la langue dans le sens de Barthes, oui et non. En fait, je dois dire que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ces propos de Barthes sur la langue, sur la langue fasciste, etc. Je ne sais pas, enfin, ça m'a toujours un petit peu laissé sceptique. Mais cela dit, je pense effectivement qu'il y a dans la langue un certain nombre de choses qu'elle nous impose, mais pas au sens de l'impérialisme. Elle nous impose des choses et elle nous impose donc de jouer avec ces choses.
Et c'est ça, c'est là, c'est dans cette petite faille que peut s'insérer le travail des Oulipiens. Faire en sorte que la langue ne soit pas, ne nous impose pas des choses, mais qu'on lui impose aussi, nous, des choses, et c'est le travail qu'on fait avec les contraintes. Donc, c'est vrai qu'on peut parler de résistance, mais pas en parlant d'impérialisme, si vous voulez. La résistance aux suggestions un peu fortes que la langue voudrait nous imposer. Mais ça me semble excessif d'appeler ça impérialisme. Gérard. Je reviens sur votre rencontre avec l'éditeur. Vous ne savez pas ce qui va se passer. Et il vous prie de bien vouloir écrire un livre. Oui. Et il vous demande un titre. Et nous, il ne nous demande pas le titre. Non, il ne vous demande pas un titre, c'est vous qui lui dites, voilà, si j'avais à écrire, voilà, voici mon titre. Ce serait le livre que je n'ai pas écrit. Non, non. La chose se passe exactement de la façon suivante. C'est peut-être amusant de vous dire exactement la chose. Oui. Je n'avais pas d'éditeur, puisque mon seul éditeur était à l'époque Maspero, puisque je n'avais pas publié d'autres livres que le livre qui était tiré de ma thèse de doctorat. Donc j'étais en rapport avec un éditeur, mais ce n'était pas pour moi, c'était parce que j'avais publié, enfin, le premier livre posthume de Pérec, fait d'un recueil d'articles qui s'appelait Pensée classée. Pensée classée n'a jamais été un livre de Pérec. Pensée classée est un livre que j'ai fait avec Maurice Hollander, avec des articles de Pérec. Bon. Et nous avions fini de faire ça, et Maurice Hollander me dit, ben, Marcel, voilà, c'est très bien, tu t'occupes de ton ami Pérec, mais est-ce que tu n'as pas quelque chose à me donner? À quoi je lui réponds, tu sais, moi je suis un écrivain qui n'écrit pas, et si, je vous rapporte vraiment les paroles telles que je les avais dites, je suis un écrivain qui n'écrit pas, et si je devais l'écrire, ce serait pour expliquer pourquoi je n'ai écrit aucun de mes livres. Et Maurice Hollander m'a pris au mot et m'a envoyé un contrat dans la semaine avec ce titre. On est bien là, c'est donc bien ce titre qui jaillit de vos lèvres. C'est ça. Hein, et qui va faire effectivement le titre de votre ouvrage. Alors ce qui m'intéresse, c'est ce qui a amené chez vous le jaillissement de ce titre. Bon. Et là, je fais une proposition, vous me direz comment vous sentez les choses. Il me semble que c'est pour avoir rencontré un impossible que ce titre vous vient. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Je crois que c'est ce qui s'est dit un petit peu dans la conversation qu'on a eue. C'est ce que vous disiez, oui, vous parlez du livre sacré, du rapport. Effectivement, il a rencontré. Oui, bah oui. Je crois que vous avez rencontré plus la lettre que le livre. Qu'est-ce que... Là, je ne comprends pas bien ce que vous voulez dire par là. Tout simplement à travers le jeu auquel vous vous êtes livré avec Bereshit. Oui, mais c'est beaucoup plus le jeu des lettres. Oui. Mais le jeu avec Bereshit, c'est beaucoup plus tardif. Non, avec les lettres, de façon générale,
est-ce que beaucoup plus tôt, déjà, vous l'expliquez d'ailleurs, Oui. dans le moment où votre mère vous instruit à l'hébreu et vous ne mettez pas de dire, c'est pour ça que j'ai rappelé le fait que certains apprentissages de l'hébreu se sont faits par des mères juives en dessinant des lettres avec du miel sur l'ardoise Et qu'on mange ensuite. et qu'on mange ensuite, qu'on incorpore des lettres. Donc c'est pas tant l'expérience qui compte que le fait que vous ne pouvez pas ne pas la rappeler au titre du fait qu'elle n'ait pas eu lieu pour vous. C'est-à-dire que vous n'avez pas mangé les lettres. Oui, oui, bah oui. Donc, je dis ça par rapport à la tentative de Marc Lévy d'essayer de localiser cet impossible. Est-ce qu'il s'agit d'un impossible? Vous pensez bien qu'un tel titre jaillit comme ça auprès de votre interlocuteur éditeur, c'est tout un monde. Ce jaillissement prend forme d'aveu. Oui. C'est ça tout à fait intéressant. Oui, je n'ai rien de... Oui, c'est ça. C'est au fond l'aveu qu'il y a un impossible que vous avez rencontré et que de cet impossible, voilà, vous allez faire, pas livre, mais écrit. Écrit, voilà. Oui, Et en même temps, dans ce titre, vous signalez bien à votre éditeur que vous ne serez jamais que le fils de votre œuvre. Oui. En fait, écrire, ça n'est pas démentir, que parler, c'est mentir. Mais la visée de l'écriture a quelque chose quand même qui permet de se distancier de la vérité menteuse, plus que la parole. Jabès disait, ce n'est pas moi qui ai fait mes livres, ce sont mes livres qui m'ont fait, quelque chose comme ça. Dans mon cas aussi, oui, puisque je n'ai jamais fait le livre, parce que pour moi c'était toujours un seul livre, je n'ai jamais imaginé que je pouvais écrire plus d'un livre qui aurait été... C'est d'ailleurs le titre de l'épopée qui devait être... on écrit toujours le même livre. Voilà, c'est ça. L'épopée familiale devait être, on écrit toujours le même livre, qui était en fait toujours le même. Et... je ne sais plus ce que je voulais dire. Voilà. Ça y est. C'est une petite pause. Il faut prendre une question.